Alors bonjour aux personnes qui nous ont rejoints. Bienvenue sur ce webinaire consacré à la gestion au bruit en industrie. Nous allons balayer ensemble avec nos experts présents qui vont se présenter les notions réglementaires, l'expertise liée au bruit et les solutions qui existent concrétisées par une étude de cas. Alors, plusieurs sociétés qui se sont rassemblées pour vous introduire cette notion qui est souvent le parent pauvre finalement de la gestion environnementale et qui pourtant est une notion essentielle sur le critère opérateur, on va le voir, mais également la gestion du bruit pour les riverains d'industrie. Donc plusieurs experts rassemblés aujourd'hui que l'on remercie d'être présents. En premier lieu, Caroline Derny d'Allianz Acoustique. Bonjour Caroline. Bonjour tout le monde. Également Florent Caillé pour l'expertise mesure qui va vous présenter tout cela en détail. Bonjour Florent. Bonjour à tous. Outre Caroline sur l'aspect cadrage, expertise, réglementation, on aura Emmanuel Tochon d'Antea Group. Bonjour Emmanuel, je crois que ton micro est coupé. Bon, bah on aura l'occasion de se saluer après. Ouais, c'est bon, je l'ai parce qu'en fait, je n'avais pas la main sur le micro. Bonjour à tous. Pas de souci. Nous avons également de Décibel France Thomas Vanctin qui sera avec nous ce matin. Bonjour Thomas. Qui va nous rejoindre. Et également Thomas Meyer de la société TMC Acoustique. Voilà. Alors, vous l'avez vu dans l'invitation, nous vous proposons une démarche exhaustive sur la gestion du bruit. Il ne s'agit pas que de parler de la réglementation, ni uniquement des solutions, mais d'avoir une vision complète de ce sujet important pour des correspondants HSE, pour des collectivités, pour des industriels à tout niveau. Donc, on vous proposera, après avoir introduit les réseaux FIMEA et Bretagne Éco-Entreprises, la notion d'enjeu, on va revenir avant, Rosen, la notion d'enjeu et de réglementation, la notion de mesure, qui viendra après avoir bien appréhendé les enjeux et l'aspect réglementaire. Ensuite, une fois les mesures réalisées, on a besoin d'expertiser les données et de commencer à formuler des préconisations. Et c'est là que les solutions viendront et prendront leur place. Pour illustrer ces aspects-là, on vous présentera une étude de cas. Donc, au sujet des réseaux, quelques mots introductifs, puis nous passerons au sujet qui nous rassemble ce matin. Alors, ce webinaire est présenté et organisé par deux réseaux conjoints, Bretagne Éco-Entreprises, qui rassemble les éco-entreprises effectivement en région Bretagne, comme son nom l'indique, et des éco-entreprises actives, mais aussi des collectivités, des établissements d'enseignement supérieur, des institutions. La force de Bretagne Éco-Entreprises, c'est que ça rassemble grand nombre de thématiques. Air, bruit, odeur, c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, mais également l'expertise sur le bâtiment, par exemple, eau et milieu, méthanisation, donc beaucoup de thématiques proposées par ce réseau qu'on vous invite également à suivre. L'autre réseau conjoint, FIMEA, la Fédération interprofessionnelle des métiers de l'environnement et de l'atmosphère. Là, on s'intéresse plus aux métiers de la qualité de l'air qui rassemble également bon nombre de structures, cette fois sur toute la France. Effectivement, ces réseaux sont animés à mon niveau. Je suis Pascale Corroyer, je me présente. Je suis responsable de l'activité gestion traitement de l'air de l'entreprise Antea Group, mais avant tout, pilote du groupe de travail Air, bruit, odeur de Bretagne Éco-Entreprises, et j'ai la chance d'être accompagnée sur ce sujet par Caroline Derny, qui va largement pouvoir partager son expérience aujourd'hui. On peut avancer si tu le souhaites. Et on a aussi quand même Rosen Massé avec nous, l'animatrice de Bretagne Éco-Entreprises. Au niveau des actions rapidement, voilà, sachez que Bretagne Éco-Entreprises, Air, bruit, odeur, ce sont des visites de sites. J'invite toutes les personnes présentes, si vous avez effectivement un intérêt ou des idées, des choses à partager. On est là pour mettre en lumière l'industriel, toute sa gestion liée à l'air, bruit
et à la problématique odeur. On est là pour rassembler des entreprises qui sont concernées, mais aussi des sociétés qui en ont le besoin. Et on rassemble toute la chaîne de valeur de ces notions d'air et odeur. Vous le voyez, la ventilation, le traitement, la fourniture de capteurs, etc. Donc c'est un réseau très actif et j'invite tout le monde à nous rejoindre. Voilà. Pour terminer, cette année, des événements qui ont lieu sur la qualité de l'air intérieur. On est rassemblés aujourd'hui sur l'aspect bruit. On a travaillé également sur la méthanisation il y a quelques mois. Et nous prévoyons, d'ici la fin de l'année, pour ceux qui sont intéressés, de travailler sur la qualité de l'air en ville, pour la slide d'après, et également sur les émissions industrielles. Voilà, donc si ce sont des sujets qui vous animent, qui vous intéressent, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse qui est présente. S'il y a d'autres thématiques également qui sont importantes à vos yeux, nous sommes tout à fait intéressés. Voilà, donc je pense qu'il va être temps de passer à l'exposé avant quelques éléments liés aux questions, aux remarques. Rosen, tu pourras mettre ton micro. Oui, donc merci d'être présent ce matin pour cadrer les interventions. Je vous invite à poser vos questions directement dans le fil de conversation et nous répondrons en fin de séance. Et si vous n'avez pas vous n'avez pas obtenu les réponses à toutes vos questions, eh bien, nous vous transmettons bien entendu toutes les coordonnées des intervenants pour les contacter par la suite. Et donc, c'est parti. Nous allons commencer. Et je donne la parole à Caroline. Eh bien, rebonjour. Donc, Caroline Derny du bureau d'études Alliange Acoustique. Je vais vous présenter en synthèse, avant d'attaquer vraiment le dur de ce webinaire qui étudie vraiment plutôt les bruits dans l'environnement extérieur. Je voulais quand même brosser rapidement tout ce qui se passe à l'intérieur des sites bruyants et donc faire un point sur l'acoustique des locaux de travail et le bruit au poste de travail. Tu peux passer à ça, Ida, merci. Donc, je vais vous présenter brièvement d'abord le bureau d'études Alliange Acoustique. Donc, on s'approche du quart de siècle d'existence. On a des agences qui sont réparties, on travaille partout en France avec, comme on peut le voir, le noyau dur dans le nord-ouest de la France. Et en qualité de bureau d'études, on travaille sur l'acoustique du bâtiment, de l'environnement, de l'industrie et également les thématiques de vibration. On va travailler pour des maîtres d'ouvrage, des industriels, mais également pour des maîtres d'œuvre, des architectes, d'autres bureaux d'études, pour des entreprises et également ponctuellement pour des collectivités, sur vraiment tous les thèmes en fait qui concernent l'acoustique. Alors, la réglementation bruit au poste de travail. Il y a deux... Tu as changé la présentation. Il y a deux notions, deux textes qui existent concernant les locaux bruyants. Pour les locaux non bruyants, il n'y a pas de réglementation spécifique, mais il y a quand même des normes pour les bureaux. Il y a des textes pour les bâtiments d'enseignement, mais pour tout ce qui est tertiaire, il y a une norme applicable au bureau ou le référentiel HQE. Concernant les locaux bruyants, il y a deux textes qui s'appliquent. Donc l'arrêté du 30 août 90, qui est applicable donc, aux locaux de travail où peuvent être installés des équipements bruyants. In fine, l'objectif de ce texte est que la durée de réverbération du local doit être maîtrisée de façon à ne pas amplifier les bruits générés par les machines bruyantes. Exemple là sur cette photo, on est dans une laverie industrielle. J'ai des machines à laver, alors j'ai n'importe quoi qui vont faire 80 dB au milieu de la pièce. Si mon local est très réverbérant, je ne vais pas avoir 80 dB liés à la machine, mais je sais pas 83, parce qu'on a le local qui amplifie le bruit. Donc si je traite le local, je vais rester à peu près, en synthèse, au niveau sonore généré par les machines au centre de la pièce. Donc ça, c'est le premier texte. Donc maîtriser la réverbération à l'intérieur des locaux. Et le deuxième texte,
Donc, c'est la réglementation relative au bruit au poste de travail. Les doses de bruit moyennes reçues par les opérateurs, les collaborateurs, si on est en dessous d'une dose moyenne de bruit inférieure à 80 dBA, RAS, même si bon, c'est bruyant, mais au-dessus de 80 dBA en niveau moyen, eh ben, l'employeur a des obligations telles que, donc là, bon, elles sont synthétisées dans le tableau, je vous laisserai les lire tranquillement, mais c'est proposer des protections individuelles auditives, identifier et évaluer les sources de bruit et voir quelles sont les actions envisageables. Au-dessus d'une dose de 85 dBA, l'employeur doit s'efforcer de faire respecter le port du casque, etc. et proposer vraiment des actions concrètes. Voilà en synthèse pour cette réglementation bruit au poste de travail. Et ensuite, je vais passer à la slide suivante. Toujours en synthèse, comment peut-être gérer cette surveillance de bruit au poste de travail? Il y a plusieurs méthodes qui sont possibles. La méthode 1 sur l'organigramme à côté, c'est de faire des cartes de bruit dans l'atelier. Donc ça, c'est valable. Donc c'est l'illustration que vous avez sur le côté. C'est valable si mon bruit dans l'atelier est stable, constant, et si mes opérateurs restent à peu près au même endroit. Donc, quand on est dans des niveaux sonores stables, on peut appliquer cette méthode. Par contre, si mon opérateur il a plusieurs tâches, il crapahute à droite, à gauche, dans différents locaux, dedans, dehors, etc., on va utiliser la dosimétrie, c'est-à-dire on va mettre un dosimètre embarqué sur notre opérateur et on va mesurer et ensuite calculer quelle est la dose moyenne de bruit sur sa journée de travail de 8 heures. Et ensuite, donc ça c'était le petit 2 de l'organigramme. Et ensuite, bon, bah, soit on est en dessous ou pas du fameux seuil réglementaire de 80 dBA. Si on est en dessous, bah, RAS d'un point de vue réglementaire. Et si on est au-dessus, bah, il y a différents diagnostics complémentaires qu'on va faire. Mesure des sources de bruit, donc identifier les sources de bruit. Donc c'est le petit 3. Le petit 4, j'en parle pas parce que c'est des notions qu'on ne fait pas dans la vie quotidienne d'un bureau d'études. Et l'action numéro 5 de l'organigramme, c'est mesurer le comportement du local. Donc, je caractérise mes sources de bruit, je caractérise mon local, et ensuite, eh ben, je vais faire mes calculs, rentrer dans mon étude pour agir soit à la source, soit agir sur mon local pour diminuer les niveaux sonores. Voilà pour le brossage très rapide de la réglementation à l'intérieur des locaux industriels ou locaux bruyants. Merci beaucoup, Caroline. Pour poursuivre, je passe la parole à Emmanuel. Oui, donc Emmanuel Tochon, Antea Group. Donc, déjà, je vais présenter un petit peu en tant de fonction dans l'entreprise. En fait, moi, je suis chef de projet environnement, donc je travaille sur les évaluations environnementales au sens large et plus spécifiquement, du coup, sur la notion de bruit et de nuisances sonores dans le cadre de l'accompagnement des dossiers pour les installations classées notamment. Du coup, si on présente un petit peu Antea Group, Rosen, Antea Group, c'est un acteur majeur de l'ingénierie environnementale et de la valorisation des territoires. On est organisé en 4 grands pôles qui concernent l'environnement, donc plutôt tout ce qui est cité sol pollué, des pollutions. La partie eau, donc petit cycle de l'eau et grand cycle de l'eau. Donc on a des équipes qui travaillent à la fois sur les aspects traitement et également sur des aspects eau à l'échelle des bassins versants et des milieux aquatiques. La partie infrastructure, donc plutôt géotechnique, des constructions, des amontages. Et d'ailleurs, dans la partie environnement, pardon, c'est là qu'il y a aussi la partie portage de dossiers réglementaires, installations classées. Et les équipes sont beaucoup dans cette partie-là. Et puis également, toute la partie gestion de données environnementales, puisqu'on a une DRI avec une capacité à pouvoir gérer la donnée environnementale, y compris pour des acteurs majeurs tels que les agences de l'eau, l'OFB, etc. Également dans le groupe l'IRH, donc qui fait partie aujourd'hui des équipes Antea Group, plus spécialisées sur la partie mesure,
historiquement, et notamment la partie air et bruit. Au niveau des implantations, vous avez la petite carte à droite là, qui présente un petit peu les implantations. Donc, vous voyez qu'on est largement répartis sur le territoire national. Et on a également des antennes effectivement à l'international, puisqu'Antea Group est un groupe international. Ensuite, si on regarde un petit peu dans le détail par rapport au quotidien des équipes et ce qu'on fait effectivement autour notamment du bruit, de l'air et des odeurs, puisqu'effectivement on environne bien tout ce champ d'expertise-là. On n'est pas spécialisé uniquement sur un des compartiments, mais le but c'est bien d'accompagner les entreprises sur les différentes thématiques. Et donc, du coup, là, vous avez un peu l'exemple de ce qu'on peut être amené à suivre, à la fois en termes d'exposition professionnelle, comme l'évoquait tout à l'heure Caroline, mais aussi sur tout ce qui est mesure et suivi des odeurs, notamment les rejets canalisés, mesure et expertise bruit, donc en tant qu'expertise et accompagnement de projet, les surveillances de chantier également, et puis tout ce qui peut être ventilation, traitement de l'air également, et émissions associées aux ventilations des locaux, plus spécifiquement aussi l'air urbain et tout ce qui est smart city, et la partie tertiaire. Voilà, pour un petit balayage, plutôt assez rapide, mais il fallait rentrer un petit peu dans le détail pour que vous compreniez un peu aussi notre quotidien. Donc j'ai la charge d'introduire l'aspect enjeux et réglementation acoustique et CPE, donc l'aspect effectivement plutôt extérieur cette fois-ci. Donc je vais essayer d'introduire un certain nombre de termes, parce qu'effectivement par rapport aux participants du webinaire, on ne sait pas trop quel est votre niveau de connaissance sur le sujet. Donc l'idée c'est que j'introduise un petit peu des éléments pour que dans la suite du déroulé, quand on rentrera sur le pratique, vous ayez un petit peu les clés de compréhension et qu'on soit bien un petit peu au fait sur les termes qui pourront être abordés et que tout le monde puisse bien appréhender la présentation. Donc les enjeux associés à la réglementation, c'est d'abord le respect des niveaux sonores et donc ce qu'on appelle les émergences. Donc c'est la différence entre le bruit avec et le bruit sans l'activité. Donc on appelle ça bruit ambiant et bruit résiduel dans le jargon de l'expertise. L'arrêté préfectoral en général de vos sites reprend les prescriptions applicables donc sur les aspects bruit notamment, ainsi que les modalités de suivi, donc en termes de nombre de points, de niveau sonore à respecter en limite de propriété. Il y a un cadre général, mais vous pouvez également avoir des contraintes particulières en fonction de la nature de votre activité et de l'instruction de votre dossier. Les éléments qui peuvent amener à évoluer sur les aspects des modalités sonores, de l'expérience des dossiers qu'on traite, c'est beaucoup lié à de l'évolution des usages à l'extérieur du site, puisque du coup vous êtes contraint par des niveaux sonores à respecter vis-à-vis de ces tiers. Donc si effectivement l'environnement du site évolue, il peut y avoir des problématiques qui apparaissent de plaintes ou de différentes sensibilités des personnes et de requêtes différentes par rapport à l'historique de votre site. Et puis également lors d'équipements complémentaires et de sujets d'équipements complémentaires, de développement, d'extension d'activités, où les choses peuvent évoluer. Également, un élément qui amène parfois à des dépassements, c'est l'évolution et la modification de la configuration du site ou de ses alentours. Donc quand il y a une évolution notable, il est parfois nécessaire de revoir un petit peu les prescriptions et les objectifs pour le site. Voilà, donc on peut passer au diaporama suivant. Donc les textes applicables, c'est essentiellement pour le bruit d'environnement l'arrêté du 23 janvier 97 pour les ICPE, alors après modifié, mais c'est un petit peu le document cadre. Il représente un petit peu les contraintes associées au site, on y reviendra un petit peu plus loin. Et puis le deuxième cadre, donc pour les activités non ICPE ou pour le cadre général, c'est la notion de bruit de voisinage, donc avec l'article R 1336.5 du Code de la santé publique, et qui précise notamment, pour bien comprendre, qu'aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans un lieu public ou privé. Donc effectivement, c'est bien cette notion de respect des tiers et de la santé des tiers qui est visée derrière ces contraintes qui sont imposées au site.
Donc, diaporama suivant. Donc là, quelques notions, effectivement, pour améliorer la perception des nuisances acoustiques. Donc, tout d'abord, l'échelle de mesure, enfin l'unité de mesure, donc le décibel, et notamment le décibel A qu'on utilise le plus souvent pour la caractérisation de ce bruit-là, même s'il y a d'autres types de pondérations qui existent dans l'expertise acoustique. En fait, la pondération A, c'est une échelle qui est pondérée à la fréquence, aux gammes de fréquences entendues par l'oreille humaine. Donc l'idée, c'est de pouvoir tenir compte notamment de la spécificité de l'oreille qui perçoit plutôt les sons plutôt aigus pour distinguer les voix et un peu moins les basses fréquences. Et donc du coup, cette pondération permet de tenir compte de cela. Ensuite, il y a le LEC, donc c'est le niveau énergétique moyen pour une période donnée. Donc c'est là-dessus qu'en général sont calculées les émergences. Donc ça permet de caractériser un petit peu la partie diurne, comme vous le voyez en dessous, de la partie nocturne, puisque les impositions ne sont pas les mêmes en fonction des périodes de la journée. Donc la période diurne de 7h à 22h et la période nocturne de 22h à 7h au sens de l'arrêté. Ensuite, on peut également calculer un LEC journalier pour avoir une idée du niveau énergétique moyen sur une journée. Ensuite, deux autres éléments un peu importants dans la caractérisation sonore, le L50, donc le fractile, qui nous permet, c'est le niveau sonore dépassé 50% du temps, qui parfois dans la réglementation est pris en compte, notamment lorsque le LEC, il y a une différence entre le LEC et le L50 supérieur à 5 dB, donc ça devient à ce moment-là la valeur de référence. Et puis le L90 également, sur lequel je fais un petit zoom, puisque c'est celui qui caractérise le bruit de fond, et qui va permettre de dégager le bruit de l'installation. Donc ça va être effectivement ce bruit sans l'activité qui sera caractérisé par cet indice-là. Ensuite, quelques éléments par rapport au fonctionnement des ondes, et notamment qui vous seront apportés par toutes les solutions pratiques qui seront présentées par la suite. L'onde, déjà la notion de source et de récepteur. La notion d'onde absorbée par le matériau ou d'onde réfléchie par le matériau. Vous avez des matériaux qui sont très réfléchissants, qui peuvent modifier considérablement les conditions acoustiques devant l'obstacle. Et puis également, derrière l'obstacle, une ombre acoustique qui est constituée, donc c'est le principe des écrans acoustiques, et donc comme vous voyez, effectivement une augmentation du bruit devant l'obstacle réfléchissant. Et ensuite, au niveau du matériau, il y a un certain nombre de choses qui se passent, et donc il peut y avoir de la diffraction, il peut y avoir de l'onde transmise et de l'absorption. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure dans des déroulés des solutions techniques en fait pour régler les problèmes acoustiques. Donc, diapo suivante. Donc encore un petit peu d'éléments pour simplement bien se comprendre, parce qu'effectivement la notion de nuisance acoustique et de niveau sonore n'est pas toujours très bien identifiée ou perçue, on a du mal à se la représenter. Donc quelques éléments repères. Voilà. D'abord attention à l'échelle, parce qu'effectivement quand on augmente de 3 dB, on a l'impression qu'on n'augmente pas grand-chose, mais en fait on voit qu'une augmentation de 3 dB, c'est un doublement de la source. Donc effectivement les sources s'ajoutent, mais quand on ajoute 70 dB à 70 dB, effectivement on augmente de 3 dB l'énergie sonore reçue. Donc ça c'est pour caler un peu les choses. Après il y a d'autres notions que je voulais introduire, donc la notion de champ libre, c'est-à-dire que depuis la source, le son se diffuse librement. Donc là volontairement je l'ai décentré un petit peu, parce qu'il peut y avoir aussi, y compris en champ libre, un côté directif en fait de la source en fonction des équipements que vous avez sur vos sites. Ensuite, donc les facteurs qui peuvent influencer, donc là j'en ai repris que certains, il y en a d'autres, mais il y a le type de source, qu'il soit ponctuel ou linéaire. La propagation ne se fait pas de la même manière, notamment l'atténuation, comme on voit sur le schéma de droite. L'éloignement par rapport à la source, la vitesse et la direction du vent, donc qui joue aussi plutôt à longue distance. La présence d'écrans acoustiques ou de bâtiments d'écran qui jouent le rôle d'écran acoustique, c'est ce qu'on fait notamment quand on installe des activités tertiaires au devant, ou des activités au devant de programmes d'habitat pour préserver vis-à-vis des voies notamment. La nature et l'état du sol qui jouent un grand rôle aussi sur certains sites, et puis l'aspect effectivement réflexion acoustique associé aux bâtiments, au béton, aux façades, et donc on joue aussi sur cet aspect-là. Sur l'atténuation en champ libre, on voit qu'effectivement, pour une source ponctuelle, on a une décroissance de 6 dB environ par doublement de la distance, et pour une source linéaire, une décroissance de 3 dB par doublement de distance. Donc là, ce sont des ordres de grandeur. Après, ensuite, effectivement, quand on rentre un peu dans le détail, les valeurs peuvent être un peu différentes, mais l'idée, c'est vraiment de caler les grands ordres de grandeur autour de ces notions de nuisance.
Donc, diapo suivante. Donc, le grand aspect, effectivement, de la réglementation, ce sont les zones à émergence réglementées, hein. Donc là, j'ai repris les définitions au sens de l'arrêté de 97. Donc, c'est l'intérieur des immeubles habités occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté d'autorisation de l'installation, les parties extérieures, éventuelles les plus proches, les cours, jardins, terrasses, où on parle de cours et jardins. Les zones constructibles également, hein, donc ça ne sert pas forcément que les bâtiments, mais également les zones qui sont affectées et qui sont destinées à l'être, notamment quand elles sont définies au sens des PLU, à la date de l'arrêté d'autorisation. Les immeubles également qui sont construits par la suite dans ces mêmes surfaces de zones constructibles, dès lors qu'ils figuraient dans les PLU, et donc ces nouvelles constructions rentrent dans les zones à émergence réglementées. Ensuite, pour caler ces zones à émergence réglementées, en fait, il faut se référer à la jointure du 1er juillet 97. Donc, ce qui fait foi, c'est l'arrêté d'autorisation qui suit cette date par rapport à la zone à émergence réglementée. Ensuite, donc sur la partie droite, le bruit particulier, je voulais faire un petit zoom là-dessus. Donc, qui est donc au sens de l'arrêté du 23 janvier 97, l'ensemble des bruits émis par l'établissement considéré. Donc, en gros, c'est le bruit que vous allez générer et ce qui va créer l'émergence, qui va considérer l'émergence que vous allez devoir respecter. Le bruit particulier de l'établissement, donc avec une tonalité marquée également, donc la notion de tonalité marquée. En fait, il y a, quand vous êtes dans ce régime-là, vous devez respecter dans les bandes d'octaves inférieures et supérieures, dans les deux bandes d'octaves, des niveaux sonores, et donc qui sont en fonction des fréquences de 10, 5 ou 5 dB. Et donc cette durée d'apparition ne peut pas excéder 30%, plus de 30% de la durée de fonctionnement d'établissement dans chacune des périodes diurnes et nocturnes. Niveau sonore à respecter, donc là on y vient. Donc en fait ça dépend du niveau sonore ambiant existant dans la zone à émergence. Donc de cas de figure, hein, soit vous êtes inférieur à 45 dB, soit supérieur. Si vous êtes inférieur, donc vous devez respecter une émergence de 6 dB en période diurne et de 4 dB en période nocturne. Et si vous êtes supérieur à 45 dB, ce qui est quand même dans les zones d'activité plutôt le cas le plus courant, vous êtes soumis à 5 dB d'émergence en période diurne et 3 dB en période nocturne. Donc simplement, j'ai mis une petite échelle de décibels là, pour qu'on se rende compte un petit peu à quoi correspond ce niveau sonore. Donc voilà, vous avez la matérialisation là par les petits icônes là, de ce que représente 60 ou 70 dB. Simplement, j'ai également fait figurer des éléments peut-être qui vous parlent aussi encore un petit peu plus, qui sont le seuil de pénibilité de 85 décibels, puisqu'en fait, c'est quand on commence, en gros, quand on est dans un lieu, qu'on commence à avoir du mal à se parler, parce qu'on a une gêne par l'environnement sonore. Donc ça, je pense que tout le monde l'a vécu, et donc on se rend bien compte un peu du niveau sonore que ça représente. Et puis ensuite, j'ai repris les éléments un peu importants de l'échelle de bruit, hein, avec le 0 dB qui est donc le 0 de l'échelle, le 100 dB qui est le seuil de danger, et puis le 120 dB qui est vraiment un seuil de douleur où il y a des problèmes physiques pour l'oreille. Donc ensuite, on passe au diaporama suivant. Donc quelques questions à se poser en tant que QSA. Donc là, c'est quelques questions un petit peu générales. Le but, c'est pas d'être exhaustif. Mais en gros, quand voilà, vous arrivez sur un site, il faut connaître effectivement quelles sont les prescriptions de mon arrêté préfectoral. Donc pour savoir exactement à quoi je suis soumis en termes de respect de réglementation et de contrôle. Est-ce que je suis bien à jour pour le contrôle prévu dans mon arrêté? Donc en général, les mesures sont planifiées tous les 3 ans. En cas de dépassement et de plainte, le contexte environnement de mon site a-t-il changé? Comme j'évoquais tout à l'heure, ça peut être un élément qui amène aussi des retours différents ou des nuisances différentes pour les riverains. Quelle connaissance ai-je de mon site? Est-ce qu'il y a déjà eu des études faites sur le site en termes de diagnostic, d'identification des sources, de leurs contributions respectives? Et puis, quelles solutions peuvent être mises en œuvre? Du coup, là, vous allez avoir un beau panel dans la suite du document. Et puis, si vous avez
un projet d'extension de nouveaux équipements nécessitant une régularisation d'installations classées. Mon site était-il existant ou pas au 1er juillet 97? Est-ce que j'ai eu déjà un arrêté de complémentaire ICPE, une autorisation suivant cette date qui du coup fixe les zones d'émergence réglementées? Quelles prescriptions sont liées à l'antériorité de mon site? Parce que parfois, par rapport à l'antériorité du site, effectivement, il y a des spécificités, notamment une dérogation de ZE2R à 200 mètres. Et avant dépôt, suis-je conforme ou non en termes de nuisances sonores? Parce que bon, c'est toujours plus facile d'aller voir des services instructeurs avec un projet de détention quand on est à peu près à jour sur par rapport à son arrêté et puis par rapport à son suivi, que quand on n'a pas les réponses en fait que pourraient se poser les services instructeurs. Et puis ai-je bien respecté donc les prescriptions de mon arrêté? C'est ce que j'évoquais à l'instant. Voilà un petit peu pour cette présentation générale, et puis du coup je laisse le dérouler et rentrer dans le concret. Ça sera peut-être un peu moins théorique et vous allez comprendre tout ça en images. Merci, Emmanuel. Ça va être à mon tour. Après la réglementation, la mesure, Florent, c'est à toi. Donc, bonjour à tous, Florent Caillé, je suis responsable développement national mesures environnementales, donc chez Manu Mesure. La slide suivante, Rosane, s'il te plaît. Donc Manu Mesure, on fait partie du groupe Chauvin-Arnoux. On a une douzaine d'agences en France réparties donc sur tout le territoire. Deux champs d'action d'intervention. Donc le principal, c'est la métrologie industrielle. Donc on doit être le deuxième acteur en France sur ce domaine-là. Donc ça consiste à tout ce qui est les étalonnages, la vérification, les essais d'appareils de tout domaine. Et puis donc moi l'activité sur laquelle j'interviens et je m'occupe, donc c'est tout ce qui est les mesures environnementales, donc que ce soit sur l'air, l'eau ou le bruit, trois grands domaines. Au niveau de l'air, on intervient donc sur les mesures de rejet atmosphérique au niveau des industriels dans le cadre réglementaire ou inopiné. On réalise également tout ce qui est contrôle CAL2 AST, les calibrations d'analyseurs, des retombées atmosphériques, des mesures de qualité d'air ambiant et l'aération des locaux de travail, également des prélèvements d'odeur en partenariat avec un laboratoire accrédité d'odeur. Sur les prélèvements d'eau, on fait tout ce qui est rejet aqueux, eau pluviale, eau usée, eau de process. Et donc, sur la partie qui nous intéresse aujourd'hui, les mesures de bruit, on intervient en intérieur sur les cartographies sonores des locaux et donc sur le bruit environnemental. Donc, je vais faire sur ma partie, l'idée c'est de décliner une intervention chez un ICPE, donc dans la continuité de ce qu'a présenté Emmanuel. Donc, avant l'intervention, il faut toujours qu'on récupère les textes réglementaires applicables. Donc, ça sera régulièrement, c'est l'arrêté d'autorisation d'exploiter. Cela peut être pour des plus petits sites, l'arrêté type de déclaration du ministère. Donc, c'est fréquemment auquel on est confronté. Donc, généralement, dans les arrêtés, on retrouve donc les valeurs limites que nous a présenté Emmanuel tout à l'heure. Dans certains arrêtés d'autorisation, il y a déjà les positionnements des points de mesure donc en limite de propriété et en Z2R. Et sinon, fréquemment, c'est aussi à nous et à l'industriel ensemble de positionner donc les points de mesure en limite de propriété et en zone à émergence réglementée. Il faut aussi qu'on recense les horaires d'activité. Si le site fonctionne qu'en journée sur la période 7h-22h, on fera que des mesures de jour. Et si forcément il fonctionne aussi de nuit, par exemple en 2-8, là du coup on interviendra 600 2-8 sur la période 5h-7h du matin. Voilà, donc un exemple juste après sur la slide suivante sur le positionnement de points de mesure. Donc là en jaune vous avez la limite de propriété du site, donc un site assez grand. Donc en rouge, on a positionné donc tout autour du site des points limite de propriété, donc sur lesquels on fera les points de mesure. À chaque fois, on installera un sonomètre, donc sur une durée allant de 30 minutes à 24 heures, suivant les demandes des clients, de l'industriel. Et puis en bleu, du coup, des zones à émergence réglementée, donc chez les riverains les plus proches. L'idée, c'est de quadriller tout autour du site. Donc, à chaque fois, sur chaque point de mesure, on fait, si ça fonctionne de jour et de nuit, on intervient de jour et de nuit sur chaque point de mesure. Et au niveau des zones à émergence réglementée,
c'est comme l'expliquait Emmanuel, l'objectif c'est de mesurer l'émergence. Donc on fait des mesures en fonctionnement et à l'arrêt. C'est bon, tu peux y aller. Donc après, on va rentrer dans la méthodologie pure, la slide suivante. Donc du coup, c'est nous la norme support des mesures de bruit en environnement, c'est la NFS 31010, donc de décembre 96, donc qui définit vraiment la méthodologie. Donc dans la norme, plusieurs prérequis avant de pouvoir faire les mesures. C'est on ne peut pas intervenir quand il pleut ou quand il y a des vents forts qui sont supérieurs à 5 mètres secondes, pendant le gel, pendant la neige, enfin, d'une manière générale, tout ce qui peut perturber la mesure de bruit lors d'un fonctionnement habituel, quoi. Voilà, après, on doit réaliser forcément des plans de prévention quand c'est en ICPE, et puis on essaye au maximum de prévenir les riverains quand on doit intervenir chez eux à l'avance. C'est un peu la spécificité du métier, donc soit on se met à proximité du riverain, ou l'idéal c'est d'être dans l'enceinte de sa propriété. Le matériel donc défini, c'est des sonomètres de classe 1 qui répondent à la NFEN 61672. Donc ils doivent être étalonnés tous les ans ou tous les 3 ans pour selon l'ancienneté des sonomètres. Voilà, je vous ai mis après quelques exemples de sonomètres. Donc il y a 2 grands acteurs, 0,1 dB et puis Bruel et Gr. BK, je ne sais pas si j'ai bien prononcé Gr. Voilà, donc. C'est à peu près ça. Hein moi, j'ai l'habitude de travailler sur un dB, donc c'est plus facile. Voilà, les solos, les fusions, les duos, donc les différents types de sonomètres. Donc là, en fait, on va sur le site, donc avec ces sonomètres-là. Avant et après la prise de mesure, on fait une calibration du sonomètre avec une source étalon. On mesure donc les niveaux sonores avec la pondération A. Donc on exprime après les résultats, donc les valeurs mesurées sont en pondération A. L'idée c'est de la pondération A, c'est pour tenir compte des variations de la sensibilité de l'oreille en fonction de la fréquence. Je rentre pas trop dans le détail technique parce que vous allez tous vous endormir. Quel dommage. Voilà, donc les prises de mesure, donc on mesure les niveaux sonores en équivalent A. On relève également les fréquences en tiers d'octave. Et puis, comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc à chaque point de mesure, on relève ces données, donc avec des enregistrements en continu, donc sur au minimum 30 minutes et au maximum sur 24 heures, voire même plusieurs jours dans certains cas de figure. Donc en limite de propriété en ZDR et de jour et de nuit. Et il y a une petite spécificité, je n'ai pas expliqué tout à l'heure, mais il y a aussi des fois des périodes intermédiaires sur des vieux arrêtés. Donc voilà, la durée, je l'ai expliqué. L'emplacement du sonomètre, donc c'est à 1,50 m du sol environ. Faut être éloigné des parois pour pas qu'il y ait de réverbération. Donc dans l'enceinte du site. Les météos, j'en ai parlé. Et puis après, ce qui est important aussi, c'est de bien, donc faut être dans les fonctionnements normal d'activité pour que ce soit représentatif du fonctionnement de l'industriel. Et donc pour cela, on relève donc tout ce qui est les bruits perceptibles du site industriel, donc le fonctionnement habituel, donc les chariots par exemple, le poids lourd, les ventilations, les unités en fonctionnement des ateliers de production, et aussi donc les bruits extérieurs comme les routes, les entreprises voisines qui peuvent influencer sur les résultats. Les grenouilles, les oiseaux, ça arrive. Ceux qui connaissent bien les mesures voient de quoi je parle. Suivant les saisons, en fait, c'est vrai qu'il y a quand même des variations au niveau du bruit environnant. Donc voilà, une fois les mesures réalisées sur site, on revient au bureau pour faire les extractions de sonomètres et du coup faire l'élaboration du rapport. Donc une fois l'élaboration faite, donc on utilise des logiciels. Ça, c'est le logiciel de mesure et on voit donc sur la courbe présentée les variations des niveaux sonores constatés. Généralement, on ressort une courbe. Et après, du coup, on fait une exploitation des données donc pour ressortir les différents niveaux sonores avec la pondération A, comme l'a présenté tout à l'heure Emmanuel.
Du coup, le LAEQ, le L90, le L50, le L10, le Lmin et le Lmax. Là, voilà, c'est les différents niveaux qu'on ressort généralement dans le rapport. Donc ça, c'est valable à chaque point de mesure et pour chaque période, quoi, de jour et de nuit. Et puis à la fin, donc du coup, à la fin du rapport, donc un an après, donc voilà, généralement, sur les courbes qu'on ressort, on essaie d'identifier les bruits particuliers. Et puis après, on ressort aussi tout ce qui est fréquence. C'est la slide d'après, Rosen, de mémoire. Donc, on fait toute l'étude au niveau d'une analyse spectrale donc sur les différentes bandes de fréquences, donc notamment pour détecter la présence de tonalités marquées. Comme l'a expliqué tout à l'heure Emmanuel, on étudie cette présence. Voilà. Puis en final, après, dans le rapport, on fait une conclusion sur le respect des seuils réglementaires, donc qui sont généralement définis dans les arrêtés d'autorisation. Qui sont définis dans les arrêtés d'autorisation, donc au niveau de l'émergence et aussi au niveau des limites de propriété. Donc, au niveau des émergences, c'est la différence entre le fonctionnement et avec et sans activité. Et sur les limites de propriété, c'est des niveaux seuils. Voilà. Et après, en cas de dépassement, il faut des apporteurs de solutions. Non, il y a d'abord peut-être des modélisations. Donc, je passe la parole à Caroline. Quelle transition! J'ai plus rien à dire. Eh bien, bonjour. Donc, là, la partie que je vais vous présenter, c'est voilà, quand soit je ne suis pas conforme et qu'est-ce que je dois faire pour être conforme, ou alors j'ai un projet d'extension, de modification ou de création et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sûr d'être conforme. Donc, je suis partie sur la présentation de 2 exemples concrets d'études. Donc, le premier exemple ici, c'est un site ICPE qui est installé en plein cœur de bourg, ou plutôt le bourg a grandi autour de lui. Et donc, ce site actuel, on a commencé dans un premier temps à faire le diagnostic acoustique en mettant les 4 points de mesure en limite de site. La particularité ici, c'est que mes limites de site, les 4 points, là, 1, 2, 3, 4, sont également des zones à émergence réglementée parce que les maisons, on peut voir sur la photo, la limite de propriété des maisons sont contre le site industriel. Donc, je fais mes mesures et donc présentation des résultats. Je vois que en limite de site ICPE, alors, je n'ai pas la souris pour vous montrer. Mes niveaux réglementaires sont conformes. Le maxi, dans ce cas précis, n'est pas le 70-60 qu'on a vu déjà plusieurs fois tout à l'heure. Dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, les niveaux sonores ont été calculés dans l'arrêté préfectoral. Et donc, en fonction des différents points, voilà, c'est cette ligne-là, 55 et 60 dB le jour et 51, 54,5 dB la nuit, dans le tableau du dessous. Nos mesures de longue durée sur la période d'activité représentative de ce site montrent qu'on est en dessous de ces seuils maxi et donc on est conforme en limite de site. Donc jusque-là, tout va bien. La slide suivante. Maintenant, je garde les mêmes points de mesure puisque ce sont aussi, dans ce cas précis, des ZER. Et là, mes émergences maximum admissibles jour et nuit, on a vu tout à l'heure 6, 5, 4, 3, en fonction du niveau, l'émergence maxi, voilà, tout à fait. Et donc, en fonction du niveau sonore ambiant constaté, j'ai des émergences maximum admissibles de 5 ou de 6 dB en fonction des différents points de mesure. Et donc là, on se rend compte que ce soit le jour ou la nuit, on n'est pas conforme. Donc là, c'était un constat, voilà, on a mis auprès des autorités compétentes, voilà, on n'est pas conforme, mais on va faire des actions. C'est un vieux site qui a d'ailleurs une dérogation dont parlait Emmanuel tout à l'heure, de zone des 200 mètres, le bourg a grandi autour de lui. Mais là, l'objet de cet exemple, c'est que mon site industriel, il a un projet d'extension. Donc, tu peux être slide suivante. Mon projet d'extension, ce sont les zones en bleu qui sont représentées à gauche. Donc, j'ai une partie de Le Grand, là, ça c'était un hangar, donc c'est le lieu de stockage.
De l'autre côté, à gauche, c'était de bureau administratif, je crois. Et nous, le morceau qui nous intéresse, c'est voilà, de ce côté-ci, ce point-là, c'est une tour de séchage. Donc avec des niveaux sonores à l'intérieur de la tour, particulièrement bruyants. Et donc l'industriel et son maître d'œuvre se sont interrogés sur quelles sont les performances acoustiques à prévoir pour que mon extension, alors certes, je sais qu'actuellement je ne suis pas conforme et je fais des actions au fur et à mesure pour tendre vers la conformité. Mais là, projet d'extension, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que, si mon extension était toute seule, elle soit conforme au niveau sonore, à mes bruits de fond, mes émergences maxi admissibles, etc. Donc du coup, comme on va pouvoir bénéficier ou pas d'effets d'écran du bâtiment, parce que c'est quand même un peu construit, on a fait cette modélisation acoustique. On connaît à l'intérieur du bâtiment de la tour les machines qui sont prévues. Je sais que mon niveau sonore prévisionnel à l'intérieur de ma tour, il va être de X dBA. Mon équipe de maîtrise d'œuvre a prévu de faire un bardage double pot avec une toiture, etc. Et donc, est-ce que c'est suffisant? Oui ou non? Donc, on peut passer à la slide suivante. Je fais ma modélisation. Je simule, je fais rayonner, parce que là, c'est tout mon bâtiment qui rayonne. Et je fais rayonner ce bâtiment et je vais calculer le niveau de bruit particulier que je vais retrouver au niveau de mes différents points récepteurs, que ce soit limite de site, mais surtout, ce qui est important, c'est le respect des émergences dans mes zones à émergence réglementée. Donc, on a calculé voilà, avec un bardage qui a une performance d'indice d'affaiblissement acoustique de 27 dB, c'est la deuxième pupille sur le slide. Donc ça, ce sont les paramètres que j'ai rentrés dans la maquette. Ma toiture est à 33 dB. Mon niveau sonore, il est de je ne sais plus combien à l'intérieur. Mes parois rayonnent. Et je calcule sur la première ligne du tableau les niveaux de bruit particuliers qui sont calculés sur mes différents points récepteurs. Grâce à mes mesures précédentes, je sais quel est le niveau de bruit particulier. Mon objectif, c'est la deuxième ligne. Donc, pour respecter la réglementation, que ce soit en limite de site et surtout chez les ZER, c'est ce niveau sonore-là, maxi, que je ne dois pas dépasser. Et donc là, je vois qu'avec les préconisations prévues par la maîtrise d'œuvre à ce stade du projet avant notre intervention, eh ben, ce n'est pas suffisant. Je dépasse de 7,8, 15,7 dB, etc. les niveaux sonores maxi admissibles. La maquette va me permettre, a permis de déterminer que la transmission par la couverture, une surface assez limitée, et donc avec ma couverture à 33 dB, c'était satisfaisant. Par contre, au niveau de mes façades, et on le voit bien sur la carte de bruit que vous avez sur la gauche, ce sont mes façades verticales qui rayonnent tout le bruit. Et donc, pour avoir un niveau sonore de 30,5 dB à mon point récepteur numéro 2, qui est mon objectif, eh ben, il me faut un indice d'affaiblissement acoustique de ma paroi verticale, de mon bardage double pot, de 45 dB minimum. Et donc, ainsi, on peut échanger avec l'équipe de maîtrise d'œuvre et l'industriel sur ce qu'il faut changer dans le process de cahier des charges de consultation des entreprises avant construction de notre extension. Donc ça, c'était le premier point, une source de bruit à l'intérieur de notre extension. Et il y avait aussi une particularité de zone de dépotage. Le dépotage, c'est très bruyant. Les camions, ils se mettent à cul et puis les pompes font du bruit. Donc, la première carte de bruit, donc j'ai modélisé un niveau de puissance, là, une source ponctuelle. Tout à l'heure, j'avais une source surfacique. Là, maintenant, j'ai une source ponctuelle. Mon camion dépote. Quels sont les niveaux sonores attendus? Pour alléger, je ne vous ai pas mis tous les résultats, mais on voit bien qu'on a un problème toujours à notre point 2. Et donc, on a recherché différentes solutions. Et si je mets un écran, quelle taille il doit avoir pour que je sois conforme toujours à mon point 2? Et si, donc c'est la modélisation, la carte de bruit du milieu, et sur la carte de bruit de droite, j'ai carrément fait un tunnel. Parce qu'avec l'écran, je pense qu'on ne devait pas y arriver, ou alors que les dimensions de l'écran étaient pas faisables. Et donc là, on a fait un tunnel pour ma zone de dépotage. Donc du coup, mon camion, il recule dans un tunnel. Et à ce moment-là, on est parfaitement conforme.
Voilà, ça c'est le premier exemple sur un site donc, qui existe et qui a une extension. Ensuite, un nouvel exemple, c'est une usine d'incinération. On a commencé par un diagnostic acoustique réglementaire ICPE tel que Florent l'a présenté tout à l'heure. Donc, j'ai mes points en limite de site ICPE, donc les points 5, 6, 7. Donc, ça sont les points qui existent dans l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter. Et j'ai mes points en ZER qui sont, on voit voilà, sur la carte en bas, 1, 2, 3, 4, qui sont relativement loin. Il y a même la voie express qui passe entre les deux. On a mesuré l'activité le jour, la nuit, puisqu'elle fonctionne en permanence, pour faire les critères de bruit résiduel, d'ailleurs le bruit de fond. On a attendu la période d'entretien, d'arrêt complet du site pour pouvoir mesurer pendant plus de 24 heures, 36 heures d'ailleurs je crois, vraiment le bruit de fond en l'absence de l'activité du site avec une activité représentative autour du site, puisqu'on a la voie express là, qui passe par là. Et donc, c'était vraiment intéressant d'avoir des mesures vraiment longue durée du bruit de fond pour pouvoir prendre en compte l'effet masque de la voie express de façon représentative. Donc, je fais mes mesures jour, nuit, en limite de site, c'est bon. Je respecte mes 70 dBA de jour, 60 dB la nuit. Donc, tout va bien en limite de site. Mais par contre, en ZER, le jour, je suis bon parce que mon niveau de bruit généré par mon site industriel, il est le même le jour et la nuit. Mais par contre, mon niveau de bruit de fond est beaucoup plus faible la nuit que le jour. Et le jour, je suis conforme, je respecte mon émergence maxi, je suis en dessous de mes 5 dBA maximum. Mais par contre, la nuit, je ne suis pas conforme. Je dépasse le seuil de 3 dB sur certains points. Donc, je fais mon diagnostic général et ensuite, pour pouvoir étudier mes solutions, il va falloir que je fasse une autopsie acoustique de mon site industriel. Donc, mon acousticien, il vient avec son sonomètre et il va passer en revue toutes les sources de bruit qu'on a sur le site en fonctionnement. Donc, il va pouvoir faire des mesures en champ proche, en champ un peu plus éloigné, vraiment une autopsie acoustique du site pour pouvoir, dans un second temps, faire la modélisation de l'ensemble du site dans sa version actuelle. Donc, on peut, grâce aux mesures qu'on a vues en premier, on a nos niveaux sonores en limite de site et chez les ZER. Je rentre les caractéristiques acoustiques de chacune de mes sources de bruit et normalement, on retombe sur nos pattes et je peux caler ma maquette grâce à toutes ces ambiances sonores qu'on a mesurées. Quand j'ai fait ma maquette, au point 1, l'outil informatique me permet l'outil informatique me permet de dire au point 1 qu'est-ce qui vient de telle ou telle source de bruit, qu'est-ce qui vient de mes tours de refroidissement, qu'est-ce qui vient de mes cheminées, quelle est la quantité de bruit qui vient de mes grilles de ventilation. Et donc là, sur ce site, on a vraiment cette autopsie acoustique et nous a permis de définir que c'était uniquement lié aux cheminées. Et donc on a dimensionné ensuite les pièges à son pour maîtriser ce qu'il fallait en termes de niveau sonore à l'issue des cheminées, à la sortie des cheminées, pour être conforme au point 1, mais aussi au niveau des autres points de mesure qu'on a vus tout à l'heure. Donc, un diagnostic acoustique large, ensuite un diagnostic acoustique des sources de bruit, en autopsie acoustique. Ensuite, je modélise ma situation actuelle en 3D, ce qui me permet de connaître, de hiérarchiser la contribution sonore de chaque source de bruit, et ensuite de dire, il faut que je gagne 12 dB sur telle source de bruit, et comment je vais faire, quelles sont les solutions possibles pour gagner ces 12 dB. Et on a un éventail de solutions possibles pour atteindre ce gain, par exemple, de 12 dB. Slide suivante. Voilà, les 3 leviers d'action qu'on a pour pour obtenir notre gain de 12 dB pris en exemple, c'est une action à la source. Donc, je choisis une source de bruit qui me permet d'obtenir mon niveau sonore, mon objectif de niveau sonore. Donc, je choisis la source de bruit qui va bien. Bien alors, je fais un capotage de cette source de bruit où je lui mets des pièges à son. Donc, une action à la source.
La deuxième action possible, c'est agir sur la propagation du son. Donc, Emmanuel nous en a parlé tout à l'heure, le choix de la position de la source de bruit. On va, sur un site, une création ou une extension de site, on va pouvoir réfléchir sur le positionnement de notre source de bruit, pouvoir bénéficier des effets d'écran des bâtiments existants, de la topographie du site qui peut nous servir. Bien alors, on va pouvoir positionner des écrans acoustiques. Bien alors, si j'ai mon bruit à l'intérieur de mon local, eh ben, traiter sur la réverbération du local technique. Mon local, il ne va pas amplifier le bruit, mais on va bien rester dans un niveau sonore maîtrisé. Et ensuite, dernière action possible, donc là, on est plus dans l'acoustique industrielle à l'intérieur. Soit mon opérateur, il peut travailler dans des bureaux qui sont isolés. Donc pareil, réflexion sur le positionnement des locaux quand on est sur une création ou une extension. Ou bien alors, mes opérateurs de production, ils peuvent être dans une cabine insonorisée à l'intérieur de l'atelier bruyant. Ou bien alors, en dernier recours, ce sont les casques anti-bruit et bouchons d'oreille. 3 leviers d'action à la source, sur la propagation ou sur le récepteur. Et donc, les prochains intervenants vont vous montrer les différentes éventails de solutions que l'on peut faire pour traiter ces 3 actions possibles. Merci beaucoup. Oui. Ouais, merci Caroline. Donc je me présente, je suis Thomas Banquetin, je suis ingénieur d'affaires acousticien sur le secteur Bretagne et puis la Loire chez Decibel France. Suivant. Voilà, Decibel France, c'est l'ingénierie et la conception et mise en œuvre de solutions acoustiques et vibratoires avec une garantie et un résultat. Decibel France, c'est 40 ans de savoir-faire et 9 agences au niveau national. On a 4 pôles d'activité. L'environnement, bon, je peux expliquer parce que je pense qu'on a fait le tour. Donc, ça concerne la protection du voisinage contre les différentes nuisances sonores, des activités équipements techniques, bâtiments tertiaires, tout ce qui est amélioration du confort acoustique, des usagers et l'industrie. Concernant la protection collective des travailleurs dans les ateliers, et puis on intervient également sur des salles d'essai, comme des laboratoires, des studios d'enregistrement de son, éventuellement des bancs d'essai du type automobile qui nécessitent des solutions acoustiques. Donc, je ne vais pas revenir sur, bon. Je vais pas revenir sur les différentes notions sur les matériaux acoustiques. Je crois qu'on a fait le tour également. Ce qu'il faut savoir, c'est que Decibel conçoit différentes gammes de solutions acoustiques. Nous avons la gamme Vertiphone, qui sont des solutions de panneaux sandwich avec différentes configurations, soit en tôle perforée, c'est lorsqu'on veut créer l'absorption, ou tôle pleine lorsqu'on veut créer l'atténuation. Et on a également la gamme Polyphone qui est concernée uniquement par l'absorption acoustique pour faire la correction acoustique dans les locaux et diminuer la réverbération et la réflexion dans les différents locaux, ce qui permet évidemment de diminuer le bruit perçu dans le local pour les usagers. Il y a également une autre notion de découplage vibratoire qui n'est pas forcément abordée ici, mais elle est intéressante parce que les découplages permettent de réduire les transmissions vibratoires des équipements directement sur leur support, ce qui permet de diminuer le bruit solidien dans les structures et indirectement dans les fondations du bâtiment, enfin des bâtiments industriels. Ça permet de réduire tout ce qui est phénomène de rayonnement vibroacoustique dû par exemple à la mise en vibration des carters ou différents autres éléments de construction du bâtiment. Voilà, on peut passer à l'autre slide. On va rentrer dans des cas concrets. En premier exemple, on a un écran acoustique d'un concasseur primaire qui est donc une carrière d'extraction de granulats. Donc en phase 1, en fait, on fait une étude d'impact, comme a bien expliqué Caroline, sur lequel on va faire un diagnostic acoustique pour constater les nuisances sonores et voir un peu les émergences au niveau des zones à émergence réglementées, mais également en limite de propriété du site industriel. À la suite de cela, on va pouvoir faire l'étude d'impact avec la modélisation du site industriel et faire, grâce à ce modèle, une étude de préconisation. Dans cet exemple, on a un écran de 14 mètres avec des caractéristiques acoustiques d'atténuation et puis d'absorption particuliers, et également une casquette en partie haute qui permet de diminuer également de manière sensible la propagation dans l'environnement.
Et puis, on va tenir aussi, chez Decibel France, on tient en considération tout ce qui est accès pour l'activité et accès pour la maintenance de l'équipement lorsqu'on fait la préconisation des solutions acoustiques. Lorsque les solutions ont été validées par client, on va pouvoir commencer à chiffrer les solutions fournies posées par Decibel France. Lorsque les solutions sont validées, on va pouvoir passer à la phase 2, qui est la réalisation du chantier acoustique. Donc, on va pouvoir faire un plan d'exécution validé par le client, c'est ce qui est en bas à gauche. Et puis, on va, suite à validation des plans, faire la mise en œuvre des solutions. Donc, c'est tout ce qui est structure métallique autour de l'équipement. Et puis, habillage après avec des panneaux acoustiques de chez Decibel France. Et suite à ça, à la réalisation, on va pouvoir faire des mesures de réception pour garantir le résultat auprès du client vis-à-vis des nuisances sonores pour les riverains du site industriel. Voilà, on va passer à l'autre slide. Un exemple 2, on a également un écran acoustique d'un équipement technique de ventilation qui posait problème vis-à-vis des riverains également. Donc, on a réalisé l'étude d'impact en premier lieu, puis le plan d'exécution, et puis après, évidemment, la phase chantier. On voit ici la structure métallique sur laquelle est reposé les panneaux acoustiques, et également l'intérieur avec la partie tôle perforée qui permet d'absorber en fait le bruit de l'équipement et pour éviter d'amplifier du fait de, on va dire, créer un écran acoustique autour de l'équipement pour éviter que ça amplifie le son. Et puis on peut voir également les différents accès avec des portes acoustiques qui sont dimensionnées évidemment par rapport à l'étude acoustique. On peut passer à d'autres slides. Là, on a un exemple de capotage avec des mises en œuvre de silencieux acoustiques. C'est un capotage qui est fait sur des onduleurs électriques qui dégagent beaucoup de chaleur, donc qui nécessite des groupes ventilés pour évacuer les calories des onduleurs. Pour cela, on met des tours d'extraction avec des silencieux acoustiques, avec des baffles, ce qu'on appelle des baffles parallèles. Je ne sais pas si on peut montrer, si vous voyez. J'accède, ouais. Alors, il faut aller un peu plus à gauche, mais ouais, voilà. Voilà, c'est... Ouais, non, encore un peu plus. Voilà, c'est là, les silencieux acoustiques. Voilà, on a deux baffles acoustiques, silencieux acoustiques avec des baffles parallèles. Il faut savoir si Decibel dimensionne ces silencieux grâce au logiciel qu'on appelle RC-SIL. C'est un logiciel qui est développé en interne, qui permet de dimensionner des silencieux aéroliques avec différents types de configurations, que ce soit des baffles parallèles ou éventuellement des silencieux cylindriques avec intégration des ogives. On fait varier les épaisseurs de circulation d'air. On tient évidemment en considération les pertes de charge éventuelles de la ventilation. Ça, c'est des choses qu'on sait maîtriser. Voilà, on va pouvoir passer à l'exemple numéro 4. On réalise aussi évidemment des chantiers dans les ateliers. Donc, on part toujours sur une étude acoustique avec des cartographies dans les ateliers. Et puis, on va tenir compte également de la réverbération dans l'atelier, ce qu'on appelle le TR. Voilà, on a les premières simulations avec en premier lieu l'état initial en haut à gauche, avec évidemment la prise en considération des nuisances sonores des différents équipements dans l'atelier. Puis on va mettre ensuite en place un cloisonnement, ce qui va permettre de délimiter 2 zones et faire une zone d'activité calme pour les usagers sur la partie gauche. On voit les différents niveaux, la baisse de niveau évidemment due au cloisonnement. Puis en deuxième temps, on va rajouter l'absorption dans le local pour diminuer la durée de réverbération et indirectement diminuer le bruit perçu dans le local. Là, c'est un ensemble de solutions qui permet d'atteindre des niveaux réglementaires ou en fonction des objectifs qui ont été définis par le client. Voilà, on peut passer à l'autre slide.
Voilà, on a des solutions directement à la source, vraiment très proches, hein, c'est les capotages acoustiques sur des machines de production. Là, on a une machine de sciage et un centre d'usinage de profilés métalliques. On fait vraiment du sur-mesure avec différentes solutions. On a des solutions amovibles, des solutions qui permettent de... Là, on a une partie vitrée hein, qui monte et qui descend en fonction de l'activité de la machine, hein, ce qui permet de limiter le bruit lorsque tout l'ensemble est fermé et capoté. Sur les centres d'usinage aussi, hein, en entrée-sortie, on fait des tunnels acoustiques, ce qui évite la propagation du bruit. On limite très fortement le bruit auprès des usagers et du personnel travaillant à côté de la machine et dans l'atelier en règle générale. On a également des solutions de cabines insonorisées dans lesquelles on peut, à l'aide aussi d'une étude, connaître les niveaux dans l'atelier et puis créer des zones calmes grâce à des cabines dans lesquelles le personnel va pouvoir travailler avec des niveaux de bruit acceptables. Et de même, à l'inverse, on peut très bien intégrer aussi également évidemment des équipements, des process ou toute activité bruyante dans des capotages qui sont faits sur mesure, avec évidemment toujours des caractéristiques bien précises en termes d'atténuation et d'absorption. Voilà pour la partie exemple de réalisation par Décibel France. Merci beaucoup Thomas pour ces exemples très concrets. On va rester dans les solutions et on va rester avec un Thomas pour de nouveaux cas concrets. À toi Thomas. Merci. Donc, rebonjour à tous. Donc, Thomas Meyer. Je suis dirigeant de la société TMC Acoustique. Alors, je ne vais pas vous présenter de carte de France parce que le seul point se situe à Quimper. Nous sommes une toute petite structure. J'ai quand même l'année prochaine 30 ans d'acoustique à mon actif. Alors, par rapport à Décibel France, nous sommes, je ne veux pas dire concurrents, parce qu'évidemment, je ne vais pas concurrencer une grosse société de qualité comme Décibel France. Nous nous limitons au département breton, principalement le 29, 56, 35, c'est un peu loin, le 22 également. C'est vraiment la proximité, le sur-mesure. J'aime bien les moutons à 5 pattes. Alors, nous travaillons après les rapports du bureau d'études. Donc, par exemple, Alliange fait une étude et après, il s'agit de mettre ça en œuvre. Donc, on se rend sur place, on analyse tout ça, on regarde la faisabilité, on adapte les installations pour être au plus proche des clients. Alors, encore une fois, on est vraiment dans la proximité. C'est pour ça on ne se déplace pas à quelques centaines de kilomètres, parce qu'il faut vraiment être à l'écoute et apporter vraiment la solution, le sur-mesure aux clients. Nous ne fabriquons rien, nous ne faisons que de la mise en œuvre, de la transformation, de l'adaptation. C'est pour ça que nous travaillons avec des partenaires, des serruriers, des fabricants. Nous réunissons différents fabricants en France et même à l'international, selon les produits nécessaires pour les différentes mises en œuvre. Nous sommes indépendants de tous, et ce qui nous permet d'avoir une grande liberté de choisir les matériaux vraiment adaptés. On va passer à l'image suivante. Voilà. Alors, ici, c'est un site BCF Life Science. Malheureusement, là, il y a une personne responsable de cette société qui devait intervenir et présenter la société et leurs besoins. Malheureusement, pour raison de santé, il n'est pas parmi nous aujourd'hui. Nous intervenons sur son site depuis plusieurs années déjà, et c'est un très grand site sur plusieurs hectares.
Et chaque année, ils ont un plan d'investissement, nous réalisons, alors par exemple sur l'image de gauche, là on a créé des écrans acoustiques, à l'arrière on a des pompes qui font pas mal de bruit. Sur l'image de droite, là on a un extracteur, on a 4 extracteurs d'air. Et là, on a réalisé des grilles acoustiques, évidemment, tout sur mesure, avec la peinture qu'il voulait, etc. Les conditions de mise en œuvre, ça aussi, c'est notre souplesse. Parfois, il faut intervenir la nuit, parfois, il faut intervenir le samedi, voire le dimanche, en dehors des heures de travail, parce que c'est un site qui fonctionne pratiquement en 3/8. Et là, il faut vraiment s'adapter au rythme de travail de la société. Sur l'image suivante, là, on va encore découvrir d'autres activités, d'autres installations que nous avons faites. Alors, ici, on a fait un capotage, un écran acoustique pour un groupe froid sur 4 mètres de haut, en partie basse, en partie haute, également sur une plateforme. Et là, nous allons réaliser sous la partie haute, on va également fermer, mettre un écran pour fermer la partie basse. Parce qu'en fait, le haut repose sur un caillebotis. J'avais prévenu le client que le caillebotis, c'est pas vraiment un écran, et faire le haut, c'est très bien, mais il faudra également faire le bas. Ce qui, effectivement, a été confirmé. Alors, tout ce qu'on fait a été préalablement étudié et prévu par un bureau d'études. Pour ce genre d'installation, évidemment, je ne travaille pas tout seul, c'est-à-dire d'abord on fait appel à un bureau d'études qui fait tout le travail en amont tel que l'a présenté Caroline tout à l'heure, par exemple. C'est aussi une question de garantie, évidemment. Je ne vais pas jouer à l'apprenti sorcier. Alors ici, c'est un exemple, oui, tu peux laisser la diapo suivante. C'est un exemple de panneau acoustique. Décibel France a des produits équivalents. Nous travaillons avec la société Spectra, c'est un des plus gros fabricants de produits acoustiques situés en Alsace. Depuis 1993, oui. Chez eux, c'est la 2e génération maintenant. Et ils ont l'avantage d'avoir une très grande souplesse. Ils ont des produits semi-standards comme ces bacs perforés d'un côté et lisses de l'autre. Mais après, pour ce qui est de la réalisation de grilles acoustiques, de sorties comme on va voir tout à l'heure sur une autre image, on travaille vraiment en sur-mesure, selon le débit d'air. C'est très important pour ne pas avoir des pertes de charge, pour ne pas affaiblir les appareils. Donc la notion de débit d'air est primordiale. C'est toujours la première question que je pose, enfin une des premières, c'est de me transmettre les caractéristiques des machines, les débits d'air, pour ne pas avoir de soucis après coup. Voilà, tu peux passer à l'image suivante. Alors, ça, c'est un autre exemple dans l'industrie agroalimentaire. Alors, en Bretagne, nous avons beaucoup d'industrie agroalimentaire. Qui dit agroalimentaire dit hygiène. Le gros problème en acoustique, c'est qu'on met, comme je dis souvent, on installe des éponges à bruit. Le problème, c'est qu'une éponge, comme de la mousse acoustique, de la laine de roche, c'est des produits qu'on utilise couramment, on ne peut pas les nettoyer. Ce sont des sources, des nids à bactéries, donc les produits qui répondent aux normes hygiène sont relativement rares. Il y a très peu de fabricants qui ont les caractéristiques requises pour travailler dans ce genre de milieu, permettant par exemple sur l'image de gauche, là on a des baffles acoustiques qui sont lavables au Karcher basse pression avec des produits nettoyants, etc.
on peut les décrocher pour les laver. Ça, c'est vraiment très important. Mais malheureusement, on est très limité en produits sur le marché répondant aux normes. Sur l'image de droite, là, on a des chemins, comment appeler ça, sous des chariots, qu'on voit d'ailleurs sur l'image de gauche. En fait, on a de la viande qui est accrochée sur un rail qui circule. Et donc, ces bacs en forme de U sont là pour ramasser les gouttes de sang, de graisse, etc., et qui doivent être nettoyés. Sauf le problème, c'est que ces tôles se mettent à vibrer quand on met en action les rails, et ce qui nous provoque un bruit pas possible, quoi. Et donc là, on a collé ces produits Exaon de chez Soprema en dessous, qui permettent d'absorber les vibrations de la tôle. C'est un petit peu le même principe. On a tous une machine à laver à la maison, on a peut-être eu l'occasion de l'ouvrir, ou sous l'évier de cuisine, en général, on a un petit bout de pièces en bitume, par exemple, un petit carré qui est collé sous l'évier. C'est exactement le même principe. Sauf qu'ici, évidemment, il faut que ce soit lavable et que ça résiste aux produits nettoyants. Donc ça, c'est un autre produit qui répond au problème de vibration de la tôle. Voilà. Thomas, je me permets, il reste quelques minutes avant les questions. N'hésite pas à vraiment insister sur les choses qui te paraissent essentielles. D'accord. Les choses essentielles, on verra les questions tout à l'heure. Là, on est encore dans une autre industrie. Ils avaient construit un écran en parpaing. Ils ont fait un tunnel en pompe. Le problème, c'est qu'en construisant cet écran, ils ont évidemment réduit le bruit directement à l'arrière de l'écran. Le problème, c'est qu'ils avaient fait ça tout seuls comme des grands, c'est que le bruit joue au ping-pong, on réverbère des deux côtés et le bruit sort par le haut. Et donc, il fallait mettre un absorbant. Ça, c'est un dossier qu'avait étudié Alliange il y a quelques années, Alliange Acoustique. Et donc, on a doublé le mur en parpaing par des panneaux absorbants. Voilà. L'image suivante, normalement, on va avoir des grilles acoustiques. On a à droite, ça c'est dans une boulangerie à Concarneau, on avait une sortie de ventilation. Vous voyez la photo, c'est dans une cour arrière avec du logement, évidemment. On était à 3 mètres d'une fenêtre derrière. Les gens avaient ce bruit infernal. Bon. À droite, vous avez un silencieux, on avait une sortie d'air, on était à plus de 110 décibels, et on a très fortement réduit. Et donc là, c'est un silencieux un peu spécifique, silencieux à bulbe, qui absorbe à la fois en périphérie, et au milieu, vous voyez une espèce d'obus qui absorbe également. Voilà. Donc ça, on l'a installé directement en sortie, en toiture. Voilà les différentes facettes de produits. Alors là, on n'a parlé que du milieu industriel. On fait également tout ce qui est tertiaire, des studios d'enregistrement, studios de télé, etc. Ici, juste pour terminer, ça, ce sont des petites cloisonnettes mobiles. Ça, c'est très pratique. Quand vous avez des postes d'atelier, des postes dans un atelier qui bougent, c'est sur roulette et on déplace ça très facilement. Ce sont des écrans et c'est très efficace. Voilà. Évidemment, toujours du sur-mesure. Je réponds à vos questions tout à l'heure. Parfait. Merci Thomas pour ces différents exemples d'applications. Tout aussi intéressant. On sent vraiment le sur-mesure et l'appropriation du sujet pour TMC Acoustique, également pour l'ensemble des intervenants. Voilà que je tiens à remercier pour la qualité des présentations illustrées ce matin. Vous avez compris que toutes ces compétences se combinent et sont indispensables pour venir à bout d'une problématique bruit. J'ai noté quelques questions. Rosen nous montre effectivement qu'on aura un replay qui sera disponible. Alors, j'ai une question
de Moïse. Bonjour Moïse. En ce qui concerne la matière utilisée pour concevoir les différents isolants ou écrans, y a-t-il des suggestions de matière par rapport à d'autres? Peut-être Thomas, si vous avez des préconisations. Oui, la question m'était effectivement posée, hein, parce que nous sommes concepteurs de produits acoustiques. Donc, en fait, oui, la préconisation après du bureau d'études ou de chez Décibel France va déterminer en fait les performances acoustiques. Rien n'empêche d'utiliser d'autres matériaux en dehors de notre gamme de produits, bien sûr. Très bien. Moïse, n'hésitez pas si vous avez un complément. Est-ce qu'on espère que ça répond à votre question? Si je peux me permettre d'ajouter, ça va dépendre de ce qu'on recherche. On va travailler soit sur la masse, avec la fameuse loi de masse, soit sur le complexe masse-ressort-masse. Donc, ce sont les différents complexes d'écran qu'on a vu tout à l'heure. J'ai une tôle acier, une âme en général, une âme absorbante en général, ça va être de la laine de roche ou de la mousse de mélamine. Et ensuite, une autre tôle acier, perforée ou pas perforée, en fonction de ce qu'on veut obtenir. Et c'est vrai que le fait d'utiliser l'effet masse-ressort-masse permet d'alléger grandement le complexe acoustique. Et ensuite, comme le disait Thomas numéro 2, c'est en fonction des contraintes, industrie agroalimentaire ou pas. On ne va pas utiliser les mêmes matières. Il y a certaines industries qui ont des problèmes, enfin des matériaux à éviter. Oui, et puis le fait de concevoir ces produits, c'est on maîtrise ces caractéristiques. La pose aussi est importante. Donc, c'est ça qui permet de garantir un résultat aussi, c'est de maîtriser toute sa gamme de produits. Il existe même des panneaux pour des écrans, par exemple, lorsqu'il faut renforcer l'isolation. Alors, on absorbe d'un côté, c'est pas la même chose. Très souvent, on mélange les deux, l'isolation et l'absorption. Il existe des panneaux acoustiques avec une âme, une feuille d'acier au milieu, entre deux panneaux de laine de roche. Donc, on a d'un côté une tôle, la laine de roche, une lame d'acier qui peut aller jusqu'à 15-20 dixièmes, encore une fois une couche de laine de roche et la tôle perforée de l'autre côté. Là, on va adapter en fait en fonction des préconisations, des caractéristiques. On va adapter sa gamme de produits, ses épaisseurs de laine minérale et les épaisseurs de tôle, etc., etc. Tout ça est adapté. Il y a des gammes de produits bien spécifiques, effectivement. Très bien, merci pour tous ces éléments de réponse. Une autre question de Pierre, IRH ingénieur conseil. Jusqu'à quelle distance du site une ZER peut-elle être considérée en tant que telle? Oui, il n'y a pas de limite. Nos limites. En fonction, ça dépend, c'est vraiment propre à chaque site en fait. Si on est dans une zone industrielle en bordure de voie express et que les premières maisons sont à 400 mètres de là, on ne va pas forcément aller chercher, aller voir là, puisque s'il y a d'autres activités industrielles, du trafic routier en plus. Par contre, si on est en pleine pampa et que ma première maison est à 500 mètres, je vais quand même du coup faire ma mesure dans ma ZER pour vérifier, parce que l'ambiance sonore résiduelle va être super calme et qu'on a un risque d'émergence. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Très bien. Pierre, ça répond à la question? Merci. Avec plaisir. D'autres réactions en live, questions des gens qui nous font l'honneur d'être présents jusqu'au bout. Voilà, on est là pour vous, n'hésitez pas à intervenir. Bon, je pense que la chaleur nous accable tous. Nous avons été très clairs. Ou les deux, effectivement. Alors du coup, j'en profite. Moi, j'ai ma petite question, parce qu'il y a beaucoup d'analogies. On le voit avec le domaine de la qualité de l'air. Et donc, c'est assez intéressant. Alors, j'avais posé une question que je ne retrouve plus. Donc, j'ai compris, Caroline, que le calcul résiduel permet de faire la répartition. En fait, sur ton point 1, tu sais le pourcentage lié à chacune des sources. C'est ça à peu près? Oui, alors ce n'est pas le niveau résiduel, c'est le niveau prévisionnel de ton bruit particulier. Le résiduel, c'est l'ambiance sonore préexistante, le bruit de fond.
grâce à la modélisation et à mon autopsie acoustique, je vais savoir à mon point 1, j'ai calé ma maquette grâce à mes mesures sur site. Et donc, à mon point 1, bah, je reçois, alors je dis n'importe quoi, 53 dB de mes tours de ventilation, 48 dB de mes grilles de ventilation d'un autre local technique et 72 dB de ma cheminée. Et ben donc, je sais que c'est du coup ma cheminée. J'avais un niveau sonore mesuré de 75 dB, j'ai n'importe quoi, de 75 dB, et ben, grâce à ça, je sais, on se doutait bien que c'était la cheminée qui faisait le plus de bruit, mais grâce à la mesure sur site en champ proche, à la mesure sur site éloigné et à la maquette acoustique qui tient compte de la topographie des effets d'écran, et ben, je sais que c'était lié là à ma cheminée et que si j'abaissais ma cheminée de, je dis toujours n'importe quoi, de 17 dB, et ben, j'avais la conformité de mon site. Et ensuite, j'ai dimensionné le piège à son comme il faut pour avoir au moins 17 dB d'atténuation dont j'avais besoin. Là, on parle en dBA, mais on fait tout ça par bande d'octaves. Et donc, c'est vrai que sur les cas où il y a beaucoup de sources de bruit, on sait bien à peu près à cause de qui c'est, mais est-ce que la tour de refroidissement ne participe pas aussi la nuit, en fait, de faire vraiment cet audit acoustique complet permet de se rassurer, ou en tout cas de s'assurer de qui est responsable de quoi et combien il faut gagner au niveau de chaque source de bruit. Ouais, ça va être une aide au choix lorsqu'on va investir. J'imagine qu'on peut remouliner en fonction de différents scénarios. Ça, tout à fait. Une fois que la maquette est créée, on peut jouer sur tout ce qu'on veut. Au revoir Pierre qui doit nous quitter. Merci d'avoir été présent. D'autres questions pour nos participants ou volonté d'intervenir? Bon, eh bien, nous voilà tous experts en bruit. Ben, merci, messieurs, dames. C'était pour ma part très enrichissant et je trouve que que le bruit doit prendre sa place et c'est extrêmement positif de mettre de la lumière, sans jeu de mots, sur cette thématique. Et ça pourra, voilà, hein, Caroline, amener à d'autres choses au sein des différents réseaux Britannico-Entreprises et FIMEA, on l'espère. Pourquoi pas des événements physiques également, où les experts de ce métier pourront aussi se rassembler. Ça peut être une belle perspective. Je crois que ça va